Il y a beaucoup de chiffres, mais c'est une prospective qui est très intéressante. En 1800, la population mondiale était de 1 milliard d'habitants. Il a fallu attendre 1927 pour atteindre le 2e milliard, dont 127 ans après. En 1960, 3e milliard. Et aujourd'hui, en 2005, donc 45 ans après, le chiffre a doublé et le monde compte 6,5 milliards d'habitants. Notre planète aura 9 milliards d'habitants en 2050 et ce chiffre va se stabiliser autour de 10 milliards au début du XXIe siècle. Alors comment explique-t-on ces variations ? D'abord, cette très forte croissance de la population au XXe siècle s'explique par les progrès de la médecine et l'élévation générale du niveau de vie qui ont provoqué une baisse de la mortalité. Et cette croissance est elle-même dans une phase de ralentissement à cause de l'éducation et de la limitation volontaire des naissances qui provoquent à leur tour une baisse de la natalité dans le monde. La première évolution à prévoir, on va avoir une autre répartition des populations sur la Terre d'ici 2050. Dans les pays dits développés, Amérique du Nord, Union européenne, Japon, Australie, la population va rester autour de 1 milliard. Seuls les États-Unis, qui sont au 3e rang en termes de population dans le monde, gardent une croissance démographique soutenue. Ils sont au niveau du seuil de renouvellement des générations avec 2,11 enfants par femme en 2003 et aussi parce que l'immigration est en augmentation régulière depuis les années 60. Dans le reste du monde, la population va passer de 5 à 8 milliards. Cette augmentation sera imputable pour moitié à la Chine, au Pakistan, au Nigeria, au Bangladesh, à l'Indonésie. Et c'est l'Inde qui va devenir en 2030 le pays le plus peuplé au monde, passant ainsi devant la Chine, qui pratique depuis 1971 la politique de l'enfant unique. Deuxième évolution qui se confirme, ce sont les villes qui vont absorber l'accroissement de la population mondiale. En 1975, 5 villes, Tokyo, New York, Shanghai, Mexico, Sao Paulo, dépassaient les 10 millions d'habitants. Eh bien, elles seront 18 dès 2015, dont 15 villes dans les pays en développement et les pays émergents. Tokyo restera la plus grande agglomération du monde avec 27 millions d'habitants, suivi par Dhaka au Bangladesh, Mumbai et Delhi en Inde, Sao Paulo au Brésil et Mexico, qui toutes devraient avoir plus de 20 millions d'habitants. Donc, ceci dans 10 ans. Ce qui fait que 60% de la population mondiale vivra dans les villes vers 2030. Alors maintenant, il faut compléter ces évolutions à venir en évoquant 3 autres phénomènes. Le premier, c'est l'augmentation rapide du nombre de personnes âgées dans le monde. Le deuxième phénomène, ce sont les migrations internationales qui jouent un rôle dans l'accroissement démographique de certaines régions. Et enfin, le troisième phénomène, c'est l'augmentation de la mortalité à cause de l'épidémie de sida, et ce, surtout sur le continent africain. Alors pour être concret, prenons 3 cas d'études en Europe, en Russie et en Afrique australe. Le déclin démographique de l'Europe va se confirmer dans les prochaines décennies. L'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants en moyenne par femme, est aujourd'hui un des plus faibles au monde dans l'Europe des 25. Il était à 2,59 en 1960 et il est tombé à 1,46 en 2002. Or, pour le renouvellement des générations, cet indice doit être légèrement supérieur à 2. Les indices les plus bas sont en Europe du Sud, 1,26 en Espagne, en Grèce, en Italie, qui sont pourtant des pays de tradition catholique ou orthodoxe. La situation est plus préoccupante encore en Pologne, avec un indice de 1,24 enfants par femme, et la République tchèque de 1,17. Alors cette baisse de la fécondité en Europe centrale s'explique par les ruptures politiques et économiques qui sont venues à la fin du communisme. En sens inverse, en Irlande et en France, la fécondité se maintient autour de 1,9. Avec cette natalité retrouvée, mais aussi grâce à l'immigration, la France pourrait devenir d'ici 2050, avec 75 millions d'habitants, le pays le plus peuplé de l'Europe des 25. Par comparaison, l'Italie, qui a un taux de fécondité faible, en 2005 c'est un pays qui a 57 millions d'habitants, eh bien elle en comptera à peine 43 millions en 2050.
Alors, ce qui caractérise aussi les évolutions démographiques en Europe, c'est le vieillissement de la population provoqué par l'allongement de l'espérance de vie. En 1950, les plus de 60 ans représentaient en Europe de l'Ouest 15% de la population. Eh bien, en 2050, ils représenteront 35% de la population. Maintenant, la Russie. Le déclin, là, y est plus marqué. Alors que sa population augmentait de près d'1 million par an dans les années 80, la Russie, depuis la fin de l'URSS, perd environ 800 000 habitants chaque année. Alors, il y a plusieurs explications à cette situation. D'abord, la chute du niveau de vie dans les années 90. Difficultés de logement, manque de confiance dans l'avenir. Tout cela a entraîné un effondrement de la natalité qui est tombé à 1,2 enfants en moyenne par femme en 2003. Ensuite, le taux de mortalité est élevé, surtout chez les hommes. L'espérance de vie était de 64 ans pour les hommes en 1990 en Russie. Elle est de 59 ans aujourd'hui. Ceci s'explique par la mortalité accidentelle, les suicides, la réapparition de la tuberculose ou de la diphtérie, liée à la dégradation du système de santé publique en Russie. Et bien sûr, la consommation d'alcool pur par habitant est la plus élevée au monde. Et puis enfin, on peut ajouter l'émigration. Depuis la fin de l'Union soviétique, près de 4,5 millions de personnes ont quitté le territoire russe. 1,2 million sont partis s'installer en Allemagne, en Israël, aux États-Unis. Et 3,5 millions de personnes ont rejoint les nouveaux pays devenus indépendants. Il y a aussi un mouvement inverse, des Russes, mais aussi des populations ex-soviétiques qui viennent d'Asie centrale, de Biélorussie, de Moldavie, d'Ukraine, pour des raisons économiques. Or, ces migrations vers la Russie n'arrivent pas à compenser le déclin démographique. Par rapport à aujourd'hui, le pays devrait perdre 41 millions d'habitants d'ici 2050. Troisième cas d'étude, ce déclin concerne également l'Afrique australe, mais pour une autre raison. L'augmentation de la mortalité due à l'épidémie du sida. Environ un tiers des personnes infectées dans le monde par le virus HIV vivent en Afrique australe. Au Swaziland, au Botswana, la maladie touche 39% des 15-49 ans. L'Afrique du Sud comptait fin 2002 quelques 5 300 000 personnes vivant avec le virus pour une population totale de 44 millions d'habitants, soit plus de 10% de la population. C'est un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité, car la mortalité due au sida ne pourra pas être compensée par la natalité, parce que cette maladie touche des catégories particulières de population. On le voit assez clairement en regardant la pyramide des âges du pays, d'après les projections qui vont jusqu'en 2020. Avec un taux de natalité de 25 pour 1000, l'Afrique du Sud aurait dû doubler sa population pour atteindre environ 80 millions en 2025. Eh bien, avec le virus du sida, sa population atteindra seulement 35 millions d'habitants. L'impact du sida donne donc à la pyramide une forme de cheminée, parce que la maladie touche les jeunes adultes en âge de procréer, c'est-à-dire les 15-49 ans, à la différence d'une épidémie comme la peste, qui touche toutes les catégories d'âge. Et contrairement à la guerre, le sida touche aussi les femmes, et via les femmes, les nourrissons. Le sida opère donc sur le continent africain une hausse des taux de mortalité, une baisse de l'espérance de vie et une diminution de la fertilité. Alors, en résumé de ce trop bref tableau démographique mondial, on doit donc s'attendre à des changements des répartitions des populations sur la Terre, la poursuite du mouvement d'urbanisation, le vieillissement des populations dans les pays riches et la baisse de la natalité, sauf aux États-Unis, et ce virus du sida qui contraint les démographes à revoir régulièrement à la baisse les projections qui sont faites sur les populations africaines. Car ce virus frappe tous les échelons, de l'État à l'individu, de l'agriculture à la défense nationale. Il fauche des populations jeunes, il est facteur de paupérisation, de précarisation et de régression économique. Alors cet impact de la démographie sur le développement économique aide évidemment à relativiser les problèmes de migration qui sont utiles économiquement et sensibles
politiquement, alors qu'elles sont, pour plusieurs pays d'Europe, dans les décennies qui viennent, tout simplement une question de survie. Si vous voulez approfondir ces questions, vous pouvez lire les cahiers de l'INED, la population du monde, sur les géants démographiques et les défis internationaux que cela pose. Je voulais vous indiquer aussi qu'au printemps 2005, 2 erreurs se sont glissées dans les textes du dessous des cartes. L'un concerne la CECA en Europe et l'autre l'IRA en Irlande. Elles ont été rectifiées à la suite de vos courriers, dont je vous remercie, et vous le trouverez sur le site du dessous des cartes, ainsi que les livres que nous présentons dans cette émission.